Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc reprendre ce conte que j'ai écrit sur une affaire judiciaire et qui s'intitule La revanche de Peyronne Carbonnier. Je vous rappelle que jusqu'ici, dans les 3 premiers épisodes, nous avons vu le mari jeter sa femme dans un abîme, cette dame se réveillant dans l'abîme, endolorie, pestant d'abord contre son mari, puis le temps s'écoulant, s'affaiblissant, elle en venait plutôt à s'apitoyer sur elle-même jusqu'au moment où l'intervention divine fait que il y a une jeune femme, Gérande, qui, étant attirée vers l'abîme, donc s'aperçoit que il y a là Peyronne Carbonnier, donc elle va au village pour chercher de l'aide. Nous en sommes ici. La question est donc de savoir est-ce que Peyronne va bien être tirée de l'abîme et ensuite que va-t-elle faire? Va-t-elle se venger? Et comment? Alors nous reprenons le dossier. Quand Gérande arriva au village, elle alla trouver le patron de la communauté, c'est-à-dire l'équivalent du maire. Celui-ci lui dit qu'il fallait prendre l'avis du curé. Je vous rappelle qu'avant la loi de 1905, bien plus tard, bien plus tard, l'État n'était pas séparé de l'Église. Ils allèrent donc à l'église. Le curé était un homme instruit, qui savait lire et même écrire, tant bien que mal, à vrai dire. Mais il était toujours de bons conseils. Quand il entendit le nom d'Abîme de Mouette, il fit le signe de la croix et dit qu'on devait monter au clocher où étaient de solides cordes à cloche et que seule elle pouvait être prise pour être jetée dans l'abîme du mal. Il se fit bien répéter par 2 fois, devant témoins, que Gérande avait entendu une voix près de la statue de Saint-Anicroche. Un miracle sans doute. C'est toi, Peyronne, dit le curé. Une fois qu'ils furent rendus sur le bord de l'abîme, la voix lui répondit « Oui, da, c'est bien moi, monsieur le curé. » Le curé avait constaté qu'il n'y avait pas malice du malin. D'abord, il commença d'attacher l'extrémité des 2 cordes à un arbre, puis il les jeta dans l'abîme. Le maître forgeron et un de ses aides descendirent à bras musclés et forts. Quelques minutes après, ils remontèrent, ayant attaché par la taille Peyronne Carbonnier. Ils la remontèrent et n'étaient pas trop de 2 pour la tirer de là, pour la haler. H-A, accent circonflexe, L-E-R. Quand Peyronne se redressa, elle tremblait de tout son être, et ses yeux parpelégés, comme ça. C'est un terme provençal, je crois. À la lumière comme une lanterne oscillant dans la tempête. Le maître forgeron s'approcha du curé. « Dites, monsieur le curé. »« Oui, mon fils. » Plus bas, en dessous, il y a des Maccabées, enfin ce qu'il en reste. Des chrétiens? Je pense, monsieur le curé. Il y a un autel et un chapelet aussi. Grand saint nom de Dieu, dit le curé. Il faudra les mettre en terre sainte. Puis, se tournant vers Peyronne, dis-moi, tu es tombé? Que faisais-tu là? Peyronne lui répondit en continuant à cligner des yeux à parpelégés. Cela, monsieur le curé, je vous le dirai plus tard. La petite procession reprit le chemin du village. Que va-t-il se passer là?
À la maison, le mari, Pierre Andrieux, était absent. Une autre voix lui avait soufflé qu'il valait mieux qu'il mette les voiles, comme on dit. Péronne rentra dans la maison, alla dans leur chambre, et après avoir fermé la porte, s'endormit sur un vrai matelas de plumes d'oie, en ronflant comme un moulin à vent. Le lendemain, lundi, elle reçut la visite du patron de la communauté, le maire, et lui raconta toute l'histoire. Le patron, lui, adressa une missive au bailli, qui en référa au procureur du roi à Toulouse, et l'on fit une enquête. On fit même une battue pour retrouver Pierre Andrieux. Dans les bois et les trous des environs, en ne découvrant personne, hormis un ermite bien connu, aussi fluet qu'une toile d'araignée, mais aux yeux d'aigle. On trouva Pierre dans un village voisin, chez son vieil oncle confiturier en violette. Je rappelle que la violette de Toulouse est connue depuis très longtemps. Pour la bonne bourgeoisie de Toulouse. Pierre avoua de suite. L'affaire fit grand bruit dans le pays et fut jugée par le Parlement de la grande ville. Les conseillers en robe rouge vermillon se disputaient uniquement sur un seul point. Y avait-il eu une voix près de ce saint local, Saint-Anicroche? La petite bergère était si impressionnée de ces beaux messieurs qu'elle bredouilla des choses incompréhensibles, tout en titubant de ses petites jambes et en triturant ses mains et ce sac en peau de chèvre qu'elle emportait partout. Mais plusieurs conseillers prélats lui vinrent en aide. La sainteté du lieu fut ainsi clairement établie. La petite statue dans sa niche de Saint-Anicroche fut reconnue comme ayant opéré un miracle. L'épouse Carbonnier ne suscita que fort peu d'intérêt. Cette femme épaisse, au propre et au figuré, vulgaire, n'avait-elle pas parlé publiquement de couper les roufignoles de son mari avant de le pendre? Était d'un vulgaire achevé. Son séjour dans les abîmes fut toutefois consigné dans les archives du Parlement et nourrit par la suite quelques écrivains publics. Quant à Pierre Andrieux, il était tout de même grand coupable, ou à des fois pendable plutôt, car on décida de le pendre. C'est le seul point sur lequel sa femme l'emporta. Elle voulait le voir faire la très sale grimace au moment de quitter ce monde. Le Parlement de Toulouse rendit ainsi sa sentence, pendaison. Enchaîné par le cou, et à pied, Pierre Andrieux fit le retour à son village entre plusieurs soldats du roi. Il ne comptait plus les ampoules sous ses pieds, éclatées. Là, le curé lui obtint une semaine pour préparer son âme. Dans les yeux brun noisette de Pierre, il y avait alors une gravité sinistre. Mais il ne se révoltait pas. Nul n'aurait pu dire si la perspective de l'enfer l'effrayait, sauf son archange noir. Le dimanche après-midi venu, par cette journée du mois de mai où les cerisiers faisaient éclater leurs fleurs blanches comme de grandes robes de bal, une nouvelle procession s'acheminait vers l'abîme de Mouette.
Le ciel était clair. Les mouches de mai voletaient près du torrent où les truites sautaient. L'air dansait en mouchoirs de dentelle fine et parfumée. Bref, il faisait beau. On parvint à l'abîme. Il y avait là un grand chêne. On passa une corde, qui elle n'était pas bénite, ne venait pas du clocher du village, mais des soldats du roi. On fit une petite estrade. Pierre se débattit un instant, quand on lui passa le nœud coulissant autour du cou. Passons. Quand il fut pendu, il fit en effet une fort vilaine grimace. Peyronne Carbonnier, sa femme, eut alors un rictus diabolique. Le curé qui le vit eut une idée presque saugrenue. Il se demanda de quel côté était Dieu. Pour compléter cette affaire, quand on dépendit Pierre, on alla chercher dans l'abîme les squelettes oubliés. On les mit dans des boîtes pour éviter qu'ils s'éparpillent à la remontée. On les enterra entiers dans le cimetière. Comme cela, tout était en ordre. Le tabellion de service en rendit compte d'une plume dansante dans le grand registre des affaires judiciaires du Parlement. On ajoute qu'à proximité du village se trouve actuellement un vieux mur, en grande partie ruiné. En le suivant jusqu'à proximité d'un chêne colossal, on verra une niche creusée dans un rocher actuellement vide. Mais jusqu'en 1930, il y avait là une vieille statuette d'un saint que l'on a déplacée dans l'église du village. Et au printemps, des mains fidèles y déposaient encore, il y a peu de temps, un bouquet de ces anémones sylvestres, blanches et roses, si abondantes en ces lieux. Et oui, il y a des murs qui sont des témoins des époques révolues où tant de générations sont passées. Tel est le cas de cette histoire singulière de la revanche. Elle a eu sa revanche, Raymond Carbonnier. Elle a réussi à faire pendre son mari et ses yeux ont joui du spectacle de l'horrible grimace du pendu. Bien. Voilà cette histoire dont je tenais à vous rendre compte à travers un conte. Elle est singulière, elle est pittoresque, elle est originale. Et elle mérite d'être connue. Si vous avez l'art du conte, vous pouvez vous entraîner à la raconter autour de vous et vous verrez le plaisir qu'on prendra à vous écouter. Je trouverai prochainement un autre conte que j'ai écrit, bien sûr, jadis, dans mes livres, à vous raconter. Dans cette perspective, je vous dis au revoir et profitez bien de toute cette richesse de vocabulaire et d'esprit. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.